Alors, bonjour tout le monde. Deux sujets importants ce matin, il y en a plusieurs. Le premier, celui de l'immigration temporaire. Je veux revenir sur les propos du ministre Marc Miller qui récidive. Ce matin, il disait que sur les travailleurs temporaires, je le cite en anglais, il a affirmé qu'il faut « lowering the language requirements is a much needed change ». Donc, il faut baisser les exigences linguistiques pour les travailleurs temporaires. C'est un changement qui est important qu'on doit faire. Donc, imaginez, non seulement le fédéral ne collabore pas en termes de répartition des demandeurs d'asile, ne collabore pas au niveau de ramener les seuils temporaires à des niveaux correspondant à la capacité d'accueil, mais là, on nous dit on va également baisser les exigences en français. Et moi, je veux savoir, est-ce que François Legault et Christine Fréchette ont été consultés? Est-ce que dans le cadre de leur comité, qu'ils présentent comme une victoire pendant qu'il n'y a aucune avancée et que des reculs en matière de relations Québec-Ottawa, est-ce qu'ils ont été consultés avant cette orientation du gouvernement fédéral? Je veux qu'on leur pose la question parce que poser la question, c'est y répondre. Derrière cet écran de fumée de comité, il y a plusieurs gestes unilatéraux du fédéral dans le non-respect du droit du Québec d'être consulté et d'arriver à un modèle qui correspond à notre spécificité linguistique. Et deuxième sujet, presque en même temps, on apprend des choses invraisemblables en matière d'ingérence étrangère. C'est très grave. On est devant des députés qui travaillent non pas pour leur pays, mais pour un autre pays, qui transfèrent de l'information confidentielle. Le Code criminel, pourtant, prévoit le crime de trahison. Et là, on nous fait croire qu'on ne peut rien faire puis que tout ça n'est pas si grave. C'est très grave. Ça touche le Québec. On sait qu'il y a des postes de police qui relèvent, en parallèle, là, qui relèvent de régimes étrangers. Ça a lieu au Québec. Et je veux... je ne suis pas surpris de Justin Trudeau sur ce sujet-là. Là. C'est une conséquence directe de ces dérives idéologiques. Mais revenons au gouvernement du Québec. François Bonnardel, quand on lui pose la question « Qu'allez-vous faire en matière de prévention des ingérences étrangères sur le territoire québécois? » Il répond tout à fait à l'aise « Nous, ça, c'est pas notre problème. On laisse le fédéral gérer ça. » Et c'est très symptomatique de ce qu'est la CAQ, c'est-à-dire de l'attentisme, je dirais même se mettre la tête dans le sable, en renvoyant tout ça au fédéral en sachant qu'on est devant une détérioration très rapide de plusieurs aspects fondamentaux d'une démocratie, notamment se protéger d'ingérences étrangères venant de pays qui ne sont pas des enfants de cœur, qui ne sont pas des démocraties et qui profitent de nos dérives et de notre relâchement. Et le gouvernement du Québec, le gouvernement de la CAQ, ne peut pas s'en laver les mains en disant « nous, on ne regarde pas ça parce qu'au fond, c'est le fédéral ». Donc, c'était deux sujets parmi tant d'autres. Je vous laisse aller sur les sujets de votre choix. C'est quoi le lien entre les dérives idéologiques de Justin Trudeau et l'ingérence étrangère des députés qui auraient travaillé? Pour Justin Trudeau, la célébration de nations, les identités nationales provenant de nations étrangères est plus importante que les nations, que la nation canadienne, puis surtout plus importante que la nation québécoise, là. Donc, il se définit lui-même comme un post-national. Mais que font tous les autres États nationaux qui ne sont pas des démocraties et qui voient cette vulnérabilité-là? Bien, ils financent, ils corrompent, ils infiltrent notre démocratie. Et donc, on se retrouve avec des élus qui travaillent contre nos intérêts nationaux pour des nations étrangères. Et on essaie de minimiser ça. Et vous aurez compris aussi que les patrons en charge de la sécurité sont des nominations politiques. Donc, ils vont tenter de minimiser, de protéger le politique. Mais tout ça n'est pas normal. Et c'est une conséquence d'une dérive idéologique d'identité tellement communautaire qu'on en vient à être plus loyal à des États étrangers qu'à être loyal envers notre propre société. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils célèbrent des identités étrangères au détriment de l'identité canadienne, selon ce que je comprends? Le trudeauisme, père comme fils, c'est de valoriser les identités nationales de tous les pays dans le monde, sauf la nôtre, parce qu'on est post-national. Mais ce que ça crée comme environnement, c'est un environnement de non-intégration et un environnement où les liens sont tellement forts avec les nations étrangères qu'on va servir avec loyauté d'autres nations avant notre propre société. Et c'est empoisonné, là.
Et ce n'est pas surprenant. Tout ça vient d'une dérive idéologique plus large. Là. Je me suis déjà exprimé sur ce que je pense du trudeauisme et du communautarisme qui en découle, mais ce n'est pas la vision qu'on veut pour un Québec indépendant. Dans un Québec indépendant, nous, on veut que tous les Québécois se sentent Québécois à part entière, soient loyaux envers notre intérêt comme société, bien avant les intérêts de sociétés qui sont antidémocratiques et qui voient une brèche dans l'Occident. François Legault, lui aussi, parle juste beaucoup. rapidement là-dessus, est-ce qu'on comprend, selon vous, que Justin Trudeau a une intention volontaire de, disons, laisser là, les autres nations du monde gangréner la sécurité nationale? Là, je veux pas, j'ai pas les moyens d'enquête pour déterminer à quel point c'est intentionnel ou pas, mais il y a une négligence, puis un aveuglement qui est volontaire, qui crée donc cette situation où on a des confirmations d'élus qui travaillent contre le Canada et contre le Québec au profit d'autres pays antidémocratiques. Et ce n'est pas une nouveauté, là. Ça fait des années qu'on sait ça. Et ça fait des années qu'on ne fait rien. Donc, il y a une part d'aveuglement volontaire, ça, c'est certain. Monsieur Bonardel, François Legault. vous lui demandez de déclencher une cesser enquête ici au Québec de pour cesser voir de s'il y a se des mettre la pratiques tête comparables? dans le sable et d'utiliser les pouvoirs qu'on a pour veiller à la prévention de la corruption. On ne peut pas, dans l'état actuel du Canada, qui est un pays qui est brisé de la vie du 2/3 des Canadiens, là, on ne peut pas laisser entre les mains du Canada, de Justin Trudeau, la sécurité nationale, et la CAQ ne peut pas s'en laver les mains. Elle doit se responsabiliser à l'intérieur des pouvoirs qu'elle a qui lui permet de prévenir la corruption. En clair, est-ce que M. Bonardel doit réclamer une enquête, ordonner la tenue d'une enquête pour voir s'il se fait des pratiques comparables au Québec? Ou vous dites non, il faut juste qu'ils disent à la police de faire sa job? Les deux. Les deux, c'est-à-dire qu'à l'intérieur des pouvoirs de la police, je viens de vous citer le code criminel, c'est pas normal qu'au Québec, on ait découvert des postes de police en parallèle qui contrôlent certains Québécois de certaines origines en toute loyauté envers des régimes autoritaires. C'est pas normal. Donc, il a ces pouvoirs-là. Et oui, il y a lieu d'enquêter dans la mesure où on se rend compte que le Canada va se mettre la tête dans le sable et dans une dérive idéologique qui l'amène à volontairement s'aveugler sur les questions de sécurité nationale. Mais dans un Québec indépendant, il y aurait davantage une valorisation de ce que vous appelez l'identité nationale, c'est ça? Oui, Donc, dans un Québec indépendant... Donc, il y aurait moins de possibilités d'ingérence étrangère. Mais c'est-à-dire que dans un Québec indépendant, on va prendre ces questions au sérieux. On va demander à tous les Québécois d'être loyaux envers notre société et on va cesser de minimiser les risques d'ingérence à une époque où l'ingérence, elle est documentée aux États-Unis dans le cadre des élections. C'est documenté, la Russie est intervenue. On sait que plusieurs autres pays profitent de cette vulnérabilité-là partout en Europe pour affaiblir nos démocraties. Quiconque tient à la démocratie doit prendre la question des ingérences étrangères au sérieux. Nous la prenons au sérieux. Et on pense que si on fonde un pays dans le cadre duquel nous sommes tous et toutes Québécois à part entière, ça va être plus naturel que notre loyauté va envers le Québec et non pas envers des régimes militaro-autoritaires qui sont très dangereux à l'échelle planétaire. Juste pour clarifier, là, vous demandez à François Bonardel une enquête publique, une enquête interne. Qu'est-ce que vous demandez exactement? Je lui laisse toute la latitude pour aller chercher l'information, mais je veux savoir, au Québec, quel est l'état de ces ingérences-là, parce que sa réponse à l'heure actuelle, c'est de dire, moi, je laisse le Canada gérer ça, et je regrette, mais l'intérêt du Québec est en jeu, et le fédéral ne peut pas, on ne peut pas se fier sur le fédéral en raison de dérives idéologiques dont je viens de parler, qui fait qu'il y a un aveuglement volontaire évident. Donc, devant ça, je demande au gouvernement du Québec de cesser de se mettre la tête dans le sable et de prendre ses responsabilités sur les moyens. C'est totalement à la discrétion du ministre. François Legault parle aussi beaucoup d'immigration. Pour vous, est-ce qu'il y a un lien à faire entre le nombre d'immigrants temporaires et l'itinérance, par exemple? Il y a un lien entre l'immigration temporaire et permanente et la crise du logement. Et donc, ça va se traduire notamment par plus d'itinérance. Maintenant, les propos qu'il a tenus vont un peu plus loin, là, parce qu'on parle des phénomènes de santé mentale, de toxicomanie qui, a priori, n'ont pas de lien direct avec des demandeurs d'asile.
Donc, à nouveau, ce sont des propos de François Legault. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça, là. Souvenez-vous, en campagne, il avait utilisé les mots suicidaires. Il y avait eu cette déclaration également très irresponsable là, sur l'immigration puis ceux qui n'ont pas de job à Montréal. C'est comme si, non content de absolument mal gérer l'immigration, être dans un modèle absolument pas tenable, de par des politiques publiques pauvres qui découlent de la CAQ, non content de ça, une fois de temps en temps, il se permet également de faire des déclarations, peut-être dans le but de soutirer un profit politique, mais des déclarations qui vont rendre le débat encore plus difficile, alors que c'est déjà un débat qu'on devrait tenir avec responsabilité, vu que c'est quand même délicat. Je lui demande déjà que ces politiques en immigration ne tiennent pas la route et placent le Québec dans une situation très difficile. Je lui demande d'être responsable et intelligent dans les propos qu'il tient, ne pas rajouter à une situation qu'il a déjà créée, qui est très difficile. Si au moins on peut avoir un débat responsable et intelligent, on va se rendre compte que les politiques du fédéral, comme les politiques de la CAQ, qui nous ont causé du tort, et on peut trouver des bonnes politiques publiques dans l'intérêt de tout le monde, de tous les Québécoises et Québécois. Vous dites pour faire un profit politique, donc vous lui reprochez de faire ça par populisme? Bien, je ne sais pas s'il le fait intentionnellement ou c'est juste des propos lourdeaux, étourdis. Mais dans le cas de suicidaire, il avait utilisé ce mot-là pour dire qu'on ne peut pas aller à plus que 50 000. Puis quelques mois après, il faisait exactement l'inverse en montant les seuils à 65 000. Donc, est-ce que François Legault pense vraiment ce qu'il dit? Ou est-ce que c'est une forme de cynisme ou est-ce que c'est une forme de négligence dans la façon de s'exprimer? Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je demande à François Legault de prendre ses responsabilités en termes de politique publique. On n'a jamais accueilli autant d'immigration temporaire, 8 fois plus que sous les libéraux. Ça ne correspond pas à notre capacité d'accueil. C'est sa responsabilité. Puis, s'il vous plaît, s'il n'est pas capable de prendre ses responsabilités, ne pas en rajouter en rendant le débat plus difficile avec des déclarations irresponsables. C'est tout ce que je demande. Concernant le projet de loi... Sur la sortie du juge en chef Wagner. Là. Il y a tellement de sujets. Oui, ça en est intéressant. Je suis très... Merci de poser la question. Je suis très préoccupé par ce que le juge Wagner a fait. Rappelons que le pouvoir judiciaire a un devoir de réserve et que ce n'est pas au pouvoir judiciaire de faire de la politique. Le juge Wagner, lorsqu'il dit aux élus ce qu'on peut dire ou on ne peut pas dire, et qu'il fait lui-même de la désinformation en suggérant qu'on n'a pas lu le jugement avant de se prononcer, il outrepasse de beaucoup son devoir de réserve. Il mine la confiance de la population envers l'impartialité qu'on est censé pouvoir vérifier de la part des tribunaux. Et il confirme une partialité, une uniformité idéologique contre les positions du Québec en intervenant dans quelque chose où est-ce qu'il a tort, là? Parce que moi, je l'ai lu. Je trouve ça gênant d'entendre Québec solidaire puis le Parti libéral devoir dire qu'ils n'ont rien lu puis qu'ils ont voté sans savoir de quoi ils parlaient. Moi, je ne m'excuse pas, là. Je l'avais lu, on l'a lu, on a discuté, on a fait nos devoirs. Et au paragraphe 109, il y a bel et bien l'utilisation de l'expression « personne ayant un vagin » au lieu de parler d'une femme. Et ça ouvre la porte à tout un corpus idéologique et ça ne s'explique pas dans le jugement. Donc, on maintient notre position. On dit au juge Wagner que, contrairement à ce qu'il affirme, nous avions lu. Ces affirmations, donc, ne sont pas normales de la part du pouvoir judiciaire qui, en principe, devrait garder un pouvoir de réserve, un devoir de réserve, et ne pas faire de la politique comme il en fait. Ce n'est pas son rôle et c'est inquiétant au niveau des institutions. Concernant le projet de loi sur la protection des élus, est-ce que ça va encore trop loin, selon vous, malgré les amendements nombreux qui ont été apportés? J'ai imprimé la dernière version. Ça s'est amélioré, puis il y a encore du travail à faire. Donc, je pense que l'ajout du mot « abusif » à l'article 3 est un pas dans la bonne direction. Je pense que l'ajout d'un alinéa à la fin de l'article 3 est un pas dans la bonne direction, mais qui est encore trop large. On parle ici de « au fin du premier alinéa ne constitue pas une entrave le fait d'exprimer par tout moyen son opinion dans le respect des valeurs démocratiques du Québec ». Moi, je serais un peu plus fort. Je dirais dans le respect de la démocratie au Québec et de la liberté d'expression. En d'autres mots, on veut juste s'assurer ici que la liberté d'expression prime en tout temps et que ce sont les procédures abusives, un peu comme pour un plaideur vexatoire dans le cas des tribunaux, que ce soit ces cas-là, mais que la valeur qui prime en tout temps,
c'est la démocratie et la liberté d'expression. On peut encore le retravailler, j'ai l'impression. Ce ne sera jamais au goût de tout le monde, par contre. À la fin de l'exercice, là, pour avoir vu tous les travaux, on essaie de mettre les bons mots. Et si jamais l'interprétation des tribunaux ne correspond pas à la protection de la démocratie et de la liberté d'expression, un gouvernement du Parti québécois réinterviendra pour s'assurer que prime la démocratie et la liberté d'expression. Pour autant, c'est nécessaire que le harcèlement puis les procédures abusives qui rendent la démocratie justement impossible soient également encadrées. On va y arriver. Est-ce que vous pensez Un mot sur les négos avec les médecins. Est-ce que vous pensez qu'il faut sauver le Parlement étudiant? Écoutez, on va trouver une solution. On parle d'une dette de 10 000 $. Ça vaut quand même quelques questions, c'est-à-dire pourquoi on n'a pas été capable de gérer le budget. J'ai également des questions sur l'interdiction de certains sujets, parce que dans le Parlement étudiant, on ne peut plus parler d'indépendance du Québec, ni de recul de la langue française, ni d'immigration, parce que ce sont des sujets trop délicats. Mais on observe que ça crée des exercices parlementaires très, très polarisés où les communistes rencontrent les anarcho-capitalistes, là. Donc, moi, je ne suis pas le genre de société dans lequel je veux aller. Je veux qu'on soit capable de parler de tous les sujets avec le sens des responsabilités d'une démocratie saine. Une fois que tout ça est dit et qu'on aura ce dialogue-là, moi, je considère que le Parlement étudiant est une institution importante. Puis il y aura des solutions, on va en trouver. Là, on ne parle pas de grosses sommes, mais il y a quand même quelques questions à poser avant qu'on ait justement cette solution-là, dans l'intérêt de l'institution elle-même. Est-ce que c'est conditionnel? Est-ce que c'est conditionnel au fait que le Parlement étudiant parle d'indépendance? Non, non. On va trouver une solution pour le Parlement étudiant, c'est certain. Je fais juste vous dire que tant qu'à être là, on va poser des questions sur comment on fait un déficit de cette nature-là, puis certaines modifications des règles au fil du temps qui rend l'exercice... En tout cas, moi, j'ai des questions, puis tant qu'à y être, mais juste être clair, on va trouver une solution. C'est important que les jeunes s'initient à la démocratie, mais justement, il y a des questions qui vont nous assurer qu'ils s'initient à la démocratie comme elle l'est réellement. Sur les négos avec les médecins. Bon, visiblement, il n'y a pas d'entente en ce moment. Il y a des patients qui ne sont pas capables d'avoir de rendez-vous. Est-ce que là, il faut délier les cordons de la bourse, payer plus, puis assurer qu'il y ait un meilleur accès? Écoutez, l'enveloppe salariale des médecins est largement suffisante pour pouvoir régler la situation pour les prochaines semaines et les prochains mois. Ça me semble clair. Le gouvernement s'y est pris très, très tard pour s'assurer que son projet continue. Alors, c'est ce qu'on lui reproche, mais il faut trouver une solution parce que ce sont les citoyens qui payent pour. On voulait que ce soit fait pour vendredi dernier. On est encore en négociation, mais je pense qu'à un moment donné, c'est les citoyens qui payent, puis c'est irresponsable de la part des deux parties à l'heure actuelle. But you would be in favor of Minister Lebel's bill to basically give more power to health professionals and to modernize the professional orders, including pharmacists, to improve the access to primary care? Yeah, it's been in our platform for at least 8 years now. So finally, Minister Lebel is coming up with a bill. Remember, in 2019, there was Bill 41 and 43 and 31. 31, that was for the pharmacists. We could have gone further. They chose not to. In Bill 43, it was for the EPS. Then again, we asked for psychologists, for example, to be able to diagnose mental illnesses. They decided not to, and it was Minister Mekan back then, and she said, well, we'll turn to Minister Lebel, and we hope that within a year or two, she's going to come up with a bill. 5 years later, she comes up with a bill. We're satisfied, and we're going to take a good look at it. Why is it so necessary to have these other professionals intervene in the healthcare system? Oh, basically because they're underused in terms of their skills and competencies. So that's how we can, that's one of the reasons, one of the means to improve, the care of our, fellow citizens, and everyone basically agrees on that. Doctors are central to the care system, but many other professions could do way more, and in order to have the right professional for the right illness, as we say. So it's going to be a path or a step in the right direction, but we'll take a look at the bill first.
On the ongoing negotiations, are you saying that the family doctors are asking for too much? Oh, they've been asking for a lot over the past, 30 years. I'm just saying that the salary structure should be completely reviewed. But in the meantime, there's enough money to make sure that the system continues. So they can find a solution. They should have before the end of the agreement. So we're just asking for them both to prove their sense of responsibility, come up with an agreement that will ensure service to thousands of Quebecers that are expecting it. And there is another, step that needs to be taken by the government, is to respect its promise to review the salary structure. And I think that's where we're going to solve many of the problems. On Mr. Legault saying to Paul Arcand earlier today that there is a certain link to make between the increased number of people, homeless people suffering from mental health problems and the number of asylum seekers that has increased in Montreal. Is there, you've been repeating that there is a link between temporary immigration and the crisis, the housing crisis. Yeah, there is. What do you think about this? There's no link between temporary immigration and mental illness and drug use. I mean, this is not the first time François Legault does that. So he mismanages immigration. We've never had that many temporary immigrants, 8 times more than under the Liberals. It's way beyond our capacity for housing, French language services. We've been over that topic on several occasions. But not only he mismanages that important issue, he's going to, on top of that, make declarations that leads nowhere, and that are incorrect so that it becomes more difficult to have a clear and responsible conversation on the topic of public policy, because that's what the conversation should be about. What public policy would be sustainable for Quebec? And he fails at that as well. So if he can't manage immigration, can he please not hinder the debate on top of that? Please. Est-ce que c'est juste possible d'avoir votre commentaire sur le projet de loi de Mme Lebel en français, s'il vous plaît? Sur donner plus de pouvoir en santé à certains professionnels de la santé. Mais simplement, on accueille évidemment avec, je dirais, avec ouverture le projet de loi de Mme Lebel parce qu'on l'attend depuis essentiellement 5 ans, là, depuis 2019. Rappelez-vous, on avait à l'époque étudié 2 projets de loi. L'un, c'était sur le pouvoir et les responsabilités des pharmaciens. L'autre, c'était sur les IPS. Et dans les 2 cas, on trouvait que les projets de loi n'allaient pas assez loin parce qu'on est pour le décloisonnement des professions et l'interdisciplinarité depuis une bonne dizaine d'années. Le gouvernement semble avoir compris le message à cette époque-là, en 2019. Ça devait prendre 1 an ou 2. Ça en a pris 5 maintenant. Donc, on va accueillir le projet de loi. On va le regarder avec beaucoup de rigueur et d'attention parce qu'on est rendu là pour améliorer les services, la prise en charge, évidemment, des Québécoises et des Québécois. Puis c'est pas que le médecin qui peut le faire. Toutes les professions, ou à peu près, sont sous-exploitées par rapport aux compétences de ces professionnels. Donc, on souhaite que ce soit un pas définitif dans la bonne direction, puis on va l'étudier avec plaisir. Mais sachez qu'on est en fin de session, on le dépose, mais on ne pourra pas l'étudier avant l'automne. Alors, on aurait aimé ça que ce soit en janvier. En juin, évidemment, bien, ça nous donne l'été pour l'étudier, mais on a hâte de s'y mettre parce que c'est depuis 5 ans qu'on l'appelle, ce projet de loi-là. Merci beaucoup. One last thing. The Chief Justice, Mr. Wagner, I mean, don't you think that the motion was badly written? Because instead of saying that the use once in the decision made a woman invisible, maybe it should have been written differently? So the motion should have been more accurate? That's not for the judiciary power to rule or to decide. Judges should not do politics. Judges should have a duty of reserve, of not trying to dictate what
elected members of parliament can do or can't do. This is totally abnormal and irresponsible, especially that the Judge Wagner actually says something that is completely wrong, factually wrong. That's the disinformation. He said that we never read the judgment before voting. Maybe some other parties that don't have the same sense of responsibility were negligent, but I can say that we read it and we think there's a problem with paragraph 109. And never a judge, even if it's a judge from the Supreme Court, will tell an elected member of parliament what we're allowed to discuss or not, especially if he got it wrong on the facts. All this is not normal. Judges shouldn't be doing politics, and we should ask ourselves why our institutions are behaving like this, and what does it say about the ideological posture of that institution towards Quebec.